pourquoi il nous intéresse. C'est aussi un médecin, mais du coup, à la base, c'est un médecin pédiatre, mais qui va assez rapidement s'intéresser à la question du statut des enfants et de leur oppression. Et du coup, il va mettre en place plein de choses, mais notamment, il a beaucoup plaidé comme un avocat pour, notamment, on parlait ce matin là, qu'est-ce qu'on fait des mineurs délinquants, est-ce qu'il y a un lien et Yanusz Korczak, il a beaucoup plaidé pour les jeunes délinquants dans des tribunaux. Il a créé une émission radio où il parlait de pédagogie aussi. Il a créé une revue qui s'appelait La Petite Revue, qui était rédigée que par des enfants, qui a été tirée à plus de 500 000 exemplaires par semaine pendant toute une période en Pologne, qui était le supplément d'une revue pour enfants. Et du coup, c'était que les enfants qui lisaient cette revue qui rédigeaient ce qu'il y avait dedans. Et donc, le truc principal, et c'est pourquoi il est connu, c'est qu'il a fondé et dirigé 2 orphelinats qui s'appelaient des républiques d'enfants, et dans lesquels il a mis énormément de choses en place pédagogiquement. Alors là, j'ai ramené comment aimer un enfant et aussi le droit de l'enfant au respect, qui sont 2 de ses livres, mais il a été super productif, donc il y a énormément d'ouvrages. Il a aussi écrit des livres pour les enfants, et il a écrit pas mal de livres plus ou moins de pédagogie. Et ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est qu'il est allé très loin dans le fait de donner du pouvoir aux enfants dans les républiques d'enfants. Il y avait... par exemple, les enfants avaient le droit de veto sur les gens qui travaillaient dans les orphelinats. Donc toute personne nouvelle qui rentrait dans les orphelinats, que ce soit des enfants ou des adultes, avait une période d'essai. Et à la fin de cette période d'essai, les enfants et les adultes collectivement choisissaient si cette personne pouvait rester ou non. Et il avait mis en place, ça fonctionnait vraiment comme une mini-société. Il y avait même un tribunal qui existait pour juger tout un tas de situations. Et Janusz Korczak a été plusieurs fois jugé lui-même dans ces tribunaux. Il avait une gestion très intéressante de beaucoup de choses et aussi un travail de recherche permanent pour modifier, réinventer des solutions. Et il fonctionnait beaucoup aussi avec le fait de penser que le temps allait faire évoluer les situations, régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, dans les républiques d'enfants, les enfants avaient le droit de se battre. La seule contrainte, c'est que si les enfants se battaient, il fallait en gros on allait reporter la bagarre à une heure et un jour précis. Ce qui fait que, par exemple, les enfants se battent aujourd'hui et on dit, vous avez le droit de vous battre, mais du coup, vous programmez jeudi à 15h. Et donc, d'ici jeudi, les enfants avaient déjà probablement oublié pourquoi ils se battaient, mais en plus, eu le temps de réfléchir et de ressortir de là. Mais du coup, il y avait tout un système comme ça qui n'a fait que évoluer et régissait toute cette mini-société qui était des républiques d'enfants. Et j'ai envie de vous lire un petit passage du droit au respect. Ça s'appelle le droit de l'enfant au respect, qui est un petit manifeste qui en vrai a fait beaucoup de bruit et qui... souvent on considère que c'est ce qui est à l'origine de la fameuse CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, dont je parlais ce matin, mais à mon avis, la CIDE, c'est pas quelque chose pour laquelle Korczak aujourd'hui... c'est pas quelque chose que lui défendrait dans sa manière d'approcher les enfants et leur respect, justement, et pas seulement leurs droits. Parce que dans ce livre, il va justement montrer un peu tout ce dont je parlais ce matin, mais tous ceux auxquels n'avaient pas accès les enfants, et la plupart dont les enfants n'ont toujours pas accès, comme le fait d'avoir de l'argent qui leur soit propre et qui puissent gérer par eux-mêmes, le fait d'avoir
une autonomie par rapport à leur famille. Enfin, tout ça, c'était des choses qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils n'ont toujours pas. Et c'est un peu ça qu'il met en relief dans ce livre. Je vais vous lire un bout du chapitre qui s'appelle Le droit au respect. Parce que du coup, c'est un petit manifeste qui fonctionne en chapitre où à chaque fois, il réclame Enfin, il montre les problématiques et il réclame des droits pour les enfants. Et il écrit « L'enfant a un avenir, mais il a aussi un passé, des événements mémorables, des souvenirs, de nombreuses heures de réflexion solitaire sur des thèmes essentiels. Comme nous, il se souvient et oublie, apprécie et dédaigne, raisonne de manière logique et fait parfois fausse route. Il fait confiance ou doute de façon réfléchie. L'enfant est comme perdu dans un pays étranger dont il ignore la langue, les droits et les coutumes. Parfois, il préfère cheminer seul et lorsqu'il rencontre des difficultés, il demande des renseignements et des conseils. Il a alors besoin d'un guide attentif pour répondre à ses questions. Je réclame le respect pour son ignorance. Le scélérat profitera de l'ignorance de l'étranger, il lui répondra de façon incompréhensible afin de l'induire en erreur. Le bourru, lui, marmonnera sa réponse à contre-cœur. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous aboyons contre les enfants, que nous nous querellons avec eux, que nous les réprimandons, les sermonnons, les punissons. Les connaissances de l'enfant seraient atrocement misérables s'il ne se puisait pas auprès de ses camarades, s'il ne les écoutait pas en cachette, s'il ne les soustrayait pas aux conversations des adultes. Je demande le respect pour son travail d'apprentissage. Respect également pour son infortune et ses larmes. Sous le pantalon déchiré, il y a un genou écorché. Derrière le verre brisé, il y a un doigt blessé. Un bleu, une bosse, une douleur. Un pâté dans son cahier, c'est un accident, une contrariété, une infortune. Quand papa renverse sa tasse de thé, maman lui dit « ce n'est pas grave », alors qu'elle est toujours en colère contre moi. L'enfant n'est pas aguerri à la douleur, au préjudice, à l'injustice. Aussi sa souffrance est-elle plus vive. Il pleure plus souvent. Ses larmes prêtent même à rire. Elles paraissent si mineures. Les enfants braillent, geignent, pleurnichent, couinent. Voilà un bouquet d'expressions que le dictionnaire des adultes a sélectionné à l'adresse des plus petits. En réalité, leurs larmes d'entêtement et de caprice sont les larmes de l'impuissance et de la révolte. Une tentative désespérée de protester, un appel à l'aide, une plainte pour délaissement, un signe de mal-être, est toujours la marque d'une souffrance. Je réclame le respect pour la propriété de l'enfant et son budget. L'enfant partage douloureusement les soucis matériels de la famille. Il ressent les manques, compare sa pauvreté à l'aisance d'un camarade. Il souffre à l'idée d'appauvrir encore ses proches de quelques piécettes péniblement gagnées. Il ne veut pas être un fardeau. Que faire lorsqu'il a besoin d'une casquette, d'un livre ou d'un billet de cinéma? Que faire lorsqu'il a besoin d'un cahier ou d'un crayon? Que faire lorsqu'il voudrait offrir un cadeau à une personne qu'il apprécie, acheter une friandise ou prêter une de ses affaires à un camarade? Sa vie est pleine de besoins essentiels, de désirs et de tentations, alors qu'il ne possède rien. Si le vol est le délit le plus fréquemment jugé par les tribunaux pour enfants, cela ne nous interpelle-t-il pas? Notre négligence du budget de l'enfant a des conséquences néfastes, les punitions n'y feront rien. Les préoccupations, les inquiétudes, l'amertume et les désillusions des jeunes années ne sont pas fictives mais bien réelles. L'enfant grandit, il vit de manière plus intense, sa respiration est plus rapide, son pouls plus vif. Il se construit, il s'enracine toujours plus profondément dans la vie. Il grandit, qu'il soit endormi ou éveillé, joyeux ou triste, qu'il joue des mauvais tours ou qu'il se tienne devant vous, l'air contrit. Il arrive que le squelette grandisse et que le cœur ne suive pas, il peut y avoir des carences ou des excès. Parfois, l'enfant désire courir comme il respire, il veut se dépasser, soulever, conquérir. Parfois, il veut se cacher pour rêver. Il passe d'une volonté inflexible au besoin du calme, de chaleur et de confort, du désir ardent au découragement. Derrière ces prétendus caprices se cache en réalité une lassitude, une indisposition, un rhume, un désir, un excès, un manque ou un mal-être. L'enfant peut avoir trop chaud ou trop froid, avoir sommeil, avoir faim. Il ne faut pas toujours y voir un prétexte pour ne pas aller à l'école.
Je réclame le respect pour les mystères et les aléas de son laborieux travail de croissance. Respect aussi pour l'heure et le jour présent. Si nous ne laissons pas l'enfant vivre aujourd'hui une vie consciente et responsable, comment saura-t-il le faire demain ? Ne pas le piétiner ni le malmener, ne pas le rendre esclave du lendemain, ne pas l'étouffer ni le presser. Je demande le respect pour chaque instant de vie. Laissons l'enfant s'enivrer de l'aube joyeuse et être confiant. C'est ce qu'il désire. Il n'a pas le sentiment de perdre son temps quand il écoute ou qu'il lit une histoire. Quand il parle au chien, joue à la balle, examine attentivement une image ou calligraphie une lettre. Il fait toutes ces choses le plus honnêtement du monde. Il a raison. Nous divisons maladroitement les années en fonction de leur niveau de maturité. Or, le présent n'est jamais immature. La hiérarchie des âges n'existe pas plus que les degrés de souffrance, de joie, d'espérance et de désillusion. Peut-on faire semblant de vivre ? L'enfance, telle que nous la considérons, représente en réalité de longues et importantes années d'une existence, celle de l'être humain. Lorsque je joue ou je discute avec un enfant, ce sont deux instants de vie qui s'enchevêtrent, aussi mûrs l'un et l'autre. Quand je suis avec un groupe, je salue chaque personne qui le constitue d'un même regard et d'un même sourire. Si je suis en colère, mon instant de vie mauvais et vindicatif empoisonne l'instant précieux de l'autre. Si nous délaissons le présent de nos enfants en faveur du lendemain, nos craintes finiront par se concrétiser, le toit s'écroulera car nous aurons négligé les fondations. Voilà, c'était le petit extrait de ce livre qui, je pense, est super important, qu'il faudrait que toutes les personnes qui travaillent, vivent, accompagnent des enfants, le lisent, parce que c'est un livre qui fait peut-être 30 pages. Parce que là, il y a en fait toute une partie qui est la fameuse Convention des droits de l'enfant. En fait, le vrai livre, c'est juste ça. Et ça fait 52 pages, très précisément. Et c'est vraiment super, et ça fait vraiment beaucoup réfléchir sur nos positions vis-à-vis de ça. Donc ça, c'était un peu qui était Janusz Korczak, et je vous invite à le lire et à l'écouter aussi si vous voulez. J'essaierai d'écrire tout à l'heure le nom, mais ces émissions, là, il y en a une partie du coup qui ont été retranscrites et traduites en français, qui existent en livre et qui existent aussi en émission de radio. Donc voilà, c'était pour lui. Et du coup, après l'idée, j'avais envie de vous parler un peu de choses qui existent aujourd'hui, pas que au 19e siècle. Et dans les livres que j'avais ramenés, j'avais aussi ramené, je voulais ramener Paulo Freire, je voulais ramener son livre à lui, mais il n'était pas à la BU. Du coup, j'ai pris celui-là qui est très bien aussi, mais du coup, ça fait un peu une transition dans le temps, puisque Paulo Freire, c'est plutôt des années 60-70 à 2010. Lui, il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui des pédagogies critiques, qui sont aussi des modes, des autres approches qui permettent de remettre en question la domination dans l'éducation. Et l'idée générale de Paulo Freire, c'était d'outiller les opprimés pour qu'ils se libèrent eux-mêmes de leurs oppressions. Donc on pourrait penser une éducation pour que les enfants se libèrent de l'oppression des adultes à partir de là. Et donc son travail à lui a donné naissance à tout un mouvement qui s'appelle les pédagogies critiques et qui a amené plein de choses très intéressantes. Et dans ce qui se passe aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux types de pédagogie qui existent aujourd'hui, qui s'appellent la pédagogie de la liberté et la pédagogie de la décision. Et c'est un peu... c'est deux pédagogies que moi j'ai expérimentées en travaillant dans différentes colos, et du coup j'avais envie d'en parler. Et je vous invite aussi ensuite à partager, si vous en avez envie, des pratiques ou des pédagogies que vous connaissez, ou des choses que vous avez expérimentées, ou des choses que vous imaginez qui seraient cool à expérimenter. Du coup, le premier exemple dont je voulais vous parler, c'est la pédagogie de la liberté, qui, moi, j'ai expérimenté surtout dans un espace qui s'appelle la Maison de Courcelles, qui est une colonie qui est un lieu où ont lieu beaucoup de colonies de vacances, mais pas que, qui est un lieu qui fonctionne toute l'année, où il se passe plein de choses.
Je peux écrire si vous voulez. Et la maison de Courcelles, c'est une pédagogie qui est un peu inspirée du fonctionnement de Maria Montessori dont je parlais tout à l'heure, mais qui a un peu évolué. Mais l'idée globale, c'est juste de laisser les enfants libres de fonctionner comme ça leur va le mieux, dans la limite du possible. Donc, ça se traduit de... En gros, la maison de Courcelles, c'est une grande maison qui est aménagée de façon à ce que il y ait ce qui reste de la pédagogie de Maria Montessori, c'est l'idée qu'il y a des pôles qui sont à disposition et que les enfants s'en saisissent. Donc, par exemple, dans les classes Montessori, il y a un pôle jeu et les enfants, quand ils veulent, vont jouer au pôle jeu ou vont... L'idée, c'est de mettre en place des choses qui permettent aux enfants de se saisir de ce qui est mis en place. Donc, c'est à la maison de Courcelles, le principe général, c'est que c'est une grande maison où il y a des salles. Par exemple, il y a une salle de bricolage, une salle de cirque, une bibliothèque, une salle de jeu, etc. Et donc, les enfants vont circuler dans cet espace-là le plus librement possible. Et il y a des adultes qui vont être à disposition dans les salles pour les accompagner quand il y a besoin et être présents. C'est aussi un espace où on ne réveille pas les enfants le matin, où les horaires de repas sont assez flexibles dans la mesure du possible, mais en tout cas, il y a des plages horaires de repas, il n'y a pas d'horaire fixe à laquelle on mange. Donc voilà, l'idée de Courcelles, c'est un peu d'enlever le poids du collectif pour donner de la liberté à chacun. Et l'idée, c'est plutôt de partir des individus et de ce qu'ils sont pour aller vers un truc collectif, mais il n'y a jamais il n'y a pas de construction de moments collectifs vraiment. Donc c'est un peu ça le fonctionnement là-bas. Et voilà, je ne sais pas si c'est clair ou si vous arrivez à vous imaginer. Je pense qu'il y a un film sur la maison de Courcelles qui doit exister quelque part, il me semble. Et ensuite, la deuxième pédagogie dont je voulais un peu vous parler, qui existe aussi dans différentes colos, c'est la pédagogie de la décision. Et donc, le principe général de la pédagogie de la décision, c'est permettre aux individus de décider de ce qui les concerne. Donc, c'est assez simple comme objectif à la base. Mais du coup, moi, je vais vous parler d'une colo qui s'appelle Eva Soleil et qui est une colo qui met ça en place, mais en fait, il y a d'autres espaces où ça existe aussi. L'idée générale du fonctionnement à Eva Soleil, c'est qu'il n'y a pas de programme dans cette colo. Donc, les colos traditionnels, en général, le principe, c'est qu'on s'inscrit pour un séjour... un séjour sport, et donc du coup c'est prévu que le lundi matin de 9h à midi on fait du basket, etc. Toutes les activités sont décidées par les adultes et posées à l'avance. Le fonctionnement à Eva Soleil, c'est qu'il n'y a pas de programme, donc les jeunes et les enfants vont, pour les ados au début de la semaine et pour les enfants tous les jours au fur et à mesure de la semaine, décider collectivement de ce qui va se passer. En gros, le début de la semaine, donc le dimanche, pour les ados, ils vont proposer toutes les activités qu'ils ont envie de faire et ensuite ils vont se proposer comme organisateurs d'un certain nombre d'activités, ce qui va permettre ensuite de construire un planning de toute la semaine et où ensuite ils vont pouvoir s'inscrire à chaque activité du jour pour le lendemain. Et outre ce système-là d'activités qu'ils vont eux-mêmes choisir à organiser, il y a un système démocratique dans la colo. En gros, dans chaque groupe d'âge, tous les jours a lieu une assemblée qui est chez les pré-ados et les ados menée par un jeune. Et le principe de ces assemblées, c'est qu'ils vont discuter d'un certain nombre de sujets qui posent problème dans le groupe ou qui a besoin de prendre des décisions vis-à-vis de ça.
Et le but, c'est qu'ils arrivent à prendre des décisions au consensus. Donc, un des travails d'accompagnement, ça va être d'apprendre aux jeunes qui modèrent l'assemblée à amener le groupe à faire du consensus à la fin. Et voilà, donc ça, c'est un peu les outils de base de cette colo-là. Et après, il y a plein d'autres choses qui viennent s'ajouter dans cette histoire de pédagogie de la décision, mais c'est un peu ça l'idée de base. Et de la même manière, il y a un film aussi sur Eva Soleil qui doit s'appeler L'été nous appartient, je crois. Voilà. Après, il y a plein d'autres colos, enfin il y a pas mal d'autres colos qui mettent des choses en place proches de celle-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner d'autres noms aussi. Je sais pas si vous avez des questions ou s'il y a d'autres choses que vous auriez envie de partager par rapport à ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire un retour d'expérience de la maison Courcelles, de Courcelles? Alors, oui. Alors, moi, j'y suis allée 2 fois. J'ai fait 2 séjours de 1 semaine là-bas, en sachant qu'ils ont un fonctionnement assez... Enfin, en gros, à Courcelles, il y a des colos tout l'été, plus des colos pendant les petites vacances. Moi, j'y suis allée que pendant les petites vacances, où c'est un fonctionnement un peu différent parce que on a très peu d'enfants, on en a peut-être 30, alors qu'en été, ils ont plutôt genre 150 enfants. Donc, c'est pas du tout le même rythme et je pense que c'est 2 réalités un peu différentes. À Courcelles, le retour que je pourrais faire là-dessus, c'est que il y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans la démarche de Courcelles. Qu'il y a un truc très chouette aussi, c'est en général en animation, il y a quand même une problématique qui est qu'on est peu d'adultes pour beaucoup d'enfants. À Courcelles, il y a une volonté d'accompagner plus les enfants et du coup, on est plus nombreux que la normale en rapport adulte-enfant. Du coup, il y a la possibilité vraiment de passer du temps avec très peu d'enfants. Il y a un peu un système aussi de projet d'enfants, mais qui est beaucoup moins élaboré qu'à Eva Soleil, mais où les enfants ils peuvent proposer des activités qu'ils auraient envie de faire et qu'on va les aider à les organiser. Et ça, c'est souvent des activités qui vont se passer en très petits groupes. C'est vraiment, ils viennent et ils disent, voilà, moi je voudrais faire ça avec telle et telle personne. Donc voilà, moi ce que je trouve je trouve ce qui manque à Courcelles, c'est vraiment le côté du collectif qui est trop... pour moi, il y a un travail trop fort pour enlever le poids du collectif moi j'ai tendance à réfléchir l'écolo comme on réfléchirait une société quoi et comment on a envie de la construire, mais moi je trouve qu'il y a un vrai problème à Courcelles de comment on s'inscrit dans le collectif qui n'existe pas trop en fait, vu qu'il n'y a aucun moment où on est tous réunis, où du coup les enfants déjà ils ont moyen de pas se croiser quasiment, suivant leur rythme et leur manière de gérer les espaces. Et du coup, ça rejoint une autre problématique qui est la question de la mixité sociale qui est existante à Courcelles quand même, mais c'est parce qu'il y a un système d'aide pour payer les colos pour que ce soit plus accessible. Mais par contre, déjà c'est une colo qui est un peu connue pour sa pédagogie, donc forcément il y a plein d'enfants de parents un peu bobos ou un peu aisés qui vont venir parce que c'est telle pédagogie ou tel mode de... Et il n'y a pas beaucoup de travail, je pense, qui est fait pour faire du lien avec des foyers ou pour recevoir des jeunes qui seraient plus en difficulté. Et le fait qu'il n'y ait pas de moment collectif, du coup, ça va plus facilement reproduire ce truc de petits groupes, ils ont choisi leur chambre, donc ils vont être beaucoup avec les gens de leur chambre ou les gens de leur
de leur âge ou les gens qui vont beaucoup au bricot. Voilà. Après, je trouve que c'est une expérience trop intéressante de permettre à des enfants autant de liberté dans un espace. Et aussi la liberté de se lever à l'heure qu'ils veulent. Enfin, parce qu'il y a un peu une problématique comme ça dans les colos où c'est censé être leurs vacances et en même temps on passe notre temps à leur dire qu'il faut se lever, qu'il faut se dépêcher, qu'on est en retard. Ça, c'est quand même agréable, la Courcelles, d'être dans un mode où il n'y a pas besoin de se presser à aucun moment. Voilà ce que je dirais sur la maison de Courcelles. Mais n'hésitez pas à aller passer une semaine là-bas. En vrai, c'est pas loin. C'est à 1 heure de Paris. Je suis sûre qu'ils sont preneurs de gens. Oui. Moi, déjà, ça m'intéresse d'avoir les autres noms de Ouais. famille et tout. Et j'avais une question, du coup, moi j'en ai souvent entendu parler aussi pour les colos, mais je me demande sur des trucs où il y a moins de vie quotidienne, mais genre des centres de loisirs, etc. Ouais. Il y a aussi des centres qui font d'autres pédagogies. Alors, oui. Bah, en tout cas, il y a des MJC un peu, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée au Festival de la pédagogie sociale, qui est encore un autre mode pédagogique. Bon, déjà, la pédagogie sociale, c'est méga intéressant aussi sur d'autres questions. Parce qu'un des outils principaux de la pédagogie sociale, c'est de faire des ateliers dans la rue. Donc c'est aussi tout un autre travail de faire du lien avec plein de populations, travailler dans des espaces souvent plutôt pauvres et en galère et tout ça. Mais ouais, du coup, dans ces dynamiques plutôt de pédagogie sociale, il y avait des gens qui parlaient d'être directeur de MJC plus ou de centres sociaux un peu de jour, quoi, qui mettaient en place un peu des pédagogies comme ça. Après, je pense que c'est plus difficile qu'en colo, mais c'est aussi faisable. Après, il y a même dans les écoles, par exemple, les classes coopératives. Ça, c'est plutôt pédagogie institutionnelle. Mais Eva Soleil, par exemple, ça rentre un peu dans la pédagogie institutionnelle aussi. Les classes coopératives, il y a des outils comme ça, notamment de conseils en classe pour prendre des décisions. Il y a un peu. Et des classes coopératives, il y a des classes dans l'éducation nationale qui existent. Voilà. Alors, pour ce qui est des autres trucs, là j'ai écrit la bidouillerie. C'est des colos en Bretagne qui sont pas mal. Alors, je sais qu'il y a le boss en mode pédagogie de la décision et qui sont graves à réfléchir sur des dynamiques de genre en colo et ce genre de trucs. Après, il y a les 400 coups. Les 400 coups, c'est une asso qui fonctionne. En gros, c'est des équipes d'animation qui proposent des projets de colo. Donc, toutes les colos qui existent au 400 coups sont créées par les équipes d'animation qui les encadrent. Et c'est aussi pas mal pédagogie de la décision et pédagogie de la liberté. Enfin, les projets diffèrent du coup d'un projet à l'autre, mais c'est pas mal dans cette voie-là. Et ensuite, j'ai écrit le collectif, c'est qu'en colo, c'est plus une organisation d'assaut de colo. Et du coup, Eva Soleil en fait partie, la maison de Courcelles aussi, je pense que les 400 coups aussi. Et ça, c'était plus un collectif politique aussi pour défendre les statuts des animateurs, la liberté, les décisions pédagogiques en colo. Parce qu'il faut aussi savoir que de mettre en place ce genre de truc, ça veut aussi dire être contrôlé 10 fois par été par Jeunesse et Sport. Ce genre de choses. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou propositions aussi, si vous avez des suggestions d'autres fonctionnements ou d'autres genres. J'ai une question sur la première partie de cette présentation, sur l'histoire de la pédagogie radicale. C'est juste
personnes sont des femmes blanches, un peu pensionnées, non? Mais quelles sont les relations dans les traditions entre les hommes qui est institutionnalisé comme des pédagogues radicaux et toute autre personne qui fait la pédagogie dans la praxis? Ouais, ben oui, c'est super intéressant ce que tu dis. En vrai, je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est super intéressant comme question. Et oui, je me suis fait la réflexion en préparant le truc et en me disant j'aimerais bien avoir autre chose que des mecs cis blancs à présenter. Mais la problématique, c'est que comme tout le temps, en fait, dans l'histoire, c'est les hommes qui ont été le plus retenus et qu'on retrouve le plus facilement. Après, je pense qu'il y a aussi la problématique que dans les gens qui ont eu la voix au chapitre sur les questions pédagogiques, c'était souvent quand même des médecins, ce qui étaient aussi des hommes, du coup. Après, ce qui est sûr, c'est que la majorité des personnes qui pratiquaient la pédagogie en tant que, notamment, institutrices, c'était quasiment que des femmes pendant très très longtemps. Donc c'est sûr que c'est intéressant de se poser la question de qui parle et qui a la réalité du terrain. Après, c'est aussi la problématique de qui a le droit d'être publié ou non, qui a... Parce que je pense qu'en pédagogie, il y a les pédagogues et les gens qui pratiquent la pédagogie, ce qui est deux choses. Et il y a plein de gens qui sont un savoir empirique super important, mais qui sont pas... Après, notamment, si vous allez par exemple sur le site de Eva Soleil, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des articles qui sont des gens qui ont participé à Eva Soleil à un moment. Et où il y a plein d'articles super chouettes de gens qui réfléchissent à plein de choses par rapport à ça. Et voilà, donc il y a quelques espaces comme ça où il y a d'autres gens qui parlent. Mais ouais. Voilà. Oui. Moi, pendant plusieurs années, j'ai fait des colos en été, etc. Mais pas du tout dans ces pédagogies-là. C'était un espace comme plein d'autres colos qui étaient beaucoup plus cadrés. Voilà, on se levait à telle heure, on mangeait à telle heure, etc. Mais on avait déjà pas mal de discussions sur comment aborder les questions de genre, de sexualité, etc. avec les enfants, de comment faire si on faisait des activités en concret, si on faisait passer cette information dans des moments informels. Bon, c'est pas la maison, comment avoir cette position-là de genre et de sexualité sans tomber dans une dynamique de ce qu'on disait le matin, d'être là à éduquer, on va s'asseoir et on va parler de ça, ce qui peut être très productif et même assez violent en fonction de la situation de chaque enfant. Donc je ne sais pas comment, dans ton expérience ou les réflexions que tu puisses avoir eues par rapport à ce sujet, je ne sais pas. Et c'est en relation, je trouve, avec ce que disait José au matin aussi, de laisser la place pour l'expérimentation sexuelle ou la découverte sexuelle de la sexualité aux enfants, etc. Donc bon, dans tout ça, comment, je ne sais pas si dire comment éduquer, parce que peut-être ça marque déjà comme voilà. Ouais, en vrai, vaste sujet. J'ai juste écrit là un autre endroit qui s'appelle le Merlet. C'est dans les Cévennes, c'est pas forcément autant pédagogie de la liberté ou pédagogie de l'addition. Enfin, c'est plus des colos un peu classiques où il y a des programmes et tout. Mais par contre, ils ont fait un gros taf, notamment sur les questions de genre, sur les questions de sexisme,
je sais qu'ils ont produit un certain nombre d'outils pédagogiques là-dessus, d'ateliers, et que dans leur fonctionnement, il y a énormément de colos qui se passent en même temps au Merlet, mais du coup, les directeurs et directrices du lieu sont à disposition pour venir donner des ateliers. Si par exemple, un groupe, ils se disent, ouais, il y a un gros problème dans notre groupe sur telle question, est-ce qu'on pourrait faire une soirée où on parle de ça? Donc, c'est pas forcément des trucs, c'est pas des cours sur des sujets, mais par contre, des ateliers ou des activités autour enfin, pour amener les jeunes et les enfants à réfléchir sur certains sujets. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure on peut accéder ou pas à leurs ressources, mais en tout cas, ça peut être une ressource. Après, c'est des questions qui sont super compliquées. Moi, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression Avant, enfin, je pense qu'il y a quelques années, j'étais vachement dans une position de... J'ai envie d'apprendre aux enfants les trucs que je sais sur le genre, sur le féminisme, Mais en fait, c'est une position super descendante et super méprisante aussi de la position dans laquelle eux, ils peuvent être ou le point de vue qu'elles peuvent avoir. Et du coup, j'en suis un peu revenue de ce truc-là et j'ai l'impression que maintenant, je suis plus dans un mode où j'ai envie de discuter au moment où ça sort ou quand c'est pertinent, quand c'est un moment où il y a une discussion autour de ça, et plutôt de me visibiliser comme disponible pour ces discussions-là, quoi. Et du coup, permettre aux enfants de savoir ou aux jeunes de savoir que je peux être là pour parler de ça, mais pas de leur imposer cette discussion, quoi. Mais je pense que c'est une réflexion assez infinie. Je trouve la question du genre, c'est intéressant parce que il y a aussi beaucoup le truc de si les enfants n'ont pas l'information, dans quelle mesure c'est important de leur donner, parce que du coup il y a quand même c'est pas que sur le genre, mais c'est un bon exemple, je trouve. Il y a globalement un bourrage de crâne général sur le fait qu'on vit dans un monde ultra binaire et ultra cis. Et du coup, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un lieu, un espace dans lequel les enfants peuvent avoir une autre information. Mm-hmm. Parce que je me dis que la discussion peut arriver quand même, mais est-ce qu'elle arrive... Enfin, elle arrivera peut-être moins facilement si les enfants n'ont pas l'info à la base de c'est possible de faire autrement ou de penser autrement. C'est pour ça que je parlais de se visibiliser. Enfin, moi, je sais que j'ai pas d'exemple de colo ces 2 dernières années où j'ai pas eu des discussions avec des enfants là-dessus, mais parce que du coup, en vrai, avec des enfants entre 6 et 10 ans, c'est facile parce qu'ils sont obsédés par cette question de genre et qui passent leur vie à dire « Mais t'es une fille, t'es un garçon, comment ça se fait, pourquoi Donc c'est pas super difficile de lancer ce genre de conversation avec eux. Après, avec des ados, c'est différent. Mais juste dans le fait de... Enfin, moi, j'ai l'impression que ma position maintenant, c'est juste d'assumer le fait que maintenant, je suis pas une fille ou un garçon. Et de juste visibiliser mes relations ou ma relation au genre. Et que ça ouvre juste le truc. Et donc, déjà, s'il y a des enfants ou des ados qui sont concernés par ces questions, de se dire « Ah, cette personne peut être un allié dans le fait de communiquer avec moi. » Et si c'est des personnes qui ne sont pas concernées, ça peut juste lancer des discussions là-dessus. Après, la difficulté, c'est qu'il faut être préparé à faire face aux violences que ça peut aussi engendrer. mais je pense que c'est un moyen qui peut assez bien marcher, en tout cas. Super. Vous avez encore des choses à dire? Je me demandais ce que c'était, en dehors de la Soleil, la place qui est donnée aux réflexions des enfants sur l'organisation.
et s'ils peuvent, s'il y a des espaces créés pour qu'il y ait, par exemple, est-ce que dans la maison de Courcelles, les enfants ont le droit même avoir le droit, mais juste il y a des discussions autour du coup de l'organisation même, et il peut y avoir des retours, est-ce que ces retours sont pris en compte, est-ce que les lieux sont pensés avec les enfants et pas que pour les enfants? C'est une très bonne question. Alors à la maison de Courcelles, je sais pas trop, honnêtement. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un espace qui évolue beaucoup, qui est en permanence en évolution de structure, principe. Mais je sais pas dans quelle mesure les retours des parents, des enfants et pas des parents justement comptent. Après, je sais qu'il y a quand même un travail qui est fait de communication avec les enfants, même avant la colo à Courcelles, qu'il y a une partie du dossier d'inscription qui doit être remplie par les enfants. Donc il y a quand même un travail là-dessus. Après, par contre, dans les autres espaces, dans les 400 coups, je pense qu'il y a un peu des colos qui sont construites avec certains jeunes qui reviennent, par exemple. Et après, à la bidouillerie, j'en sais rien du tout, parce que j'ai jamais travaillé là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, on peut faire 5 minutes de pause et après on peut passer aux propositions de Yann, si ça vous va. Super. Et ben il est 15h, donc on peut essayer de reprendre à 15h.